On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a été rejoint par Yann Moix. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes en forme en tout cas. Vous aussi. Là, pendant la pub. Merci, absolument. Vous publiez un roman vraiment intéressant qui s'appelle Visa chez Grasset. On va en parler dans un instant. C'est quelque chose qui se passe en Corée du Nord avec un dialogue. Ça ne se passe pas en Corée du Nord, ça se passe à la délégation. À la délégation de Corée du Nord à Paris, pardon. Excusez-moi. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompée? Non. Bon. Mais avant cela, mon cher Yann Moix, vous n'avez pas coupé à la flamme olympique parce que nous allons rejoindre notre envoyé spécial Antoine Estève qui se trouve avec Stéphanie Rouquier, tout près du stade Vélodrome où on attend la flamme. Elle arrive, elle va arriver. Mon cher Antoine, expliquez-nous tout. Elle est passée une première fois, Laurence, sur le Prado, l'avenue qui se trouve juste en face de nous, qui va du centre-ville de Marseille jusqu'au stade Vélodrome qui se trouve de l'autre côté. Elle est passée dans cette direction, elle va revenir et passer cette fois-ci au milieu de la foule compacte qui se trouve juste derrière nous, regardez. Elle va monter sur les marches du stade Vélodrome et ensuite elle va faire un tour d'honneur à l'intérieur du stade Vélodrome, ressortir de l'autre côté. Puis ensuite, il y a beaucoup de monde qui fait du bruit derrière CNews en ce moment et Europe 1, comme vous pouvez l'entendre, en voyant notre caméra. Et cette flamme olympique donc va rejoindre Didier Drogba qui devrait allumer le chaudron qui se trouve lui de l'autre côté du stade Vélodrome ce soir avant d'assister à une grande soirée de fête parce que vous le savez, ce soir c'est la flamme olympique mais c'est aussi un gros match pour l'Olympique de Marseille qui joue ce soir contre Bergame et tout le monde évidemment a envie de suivre ce match en direct. Donc ça va être une double fête olympique et football. Évidemment, on est à Marseille. Merci beaucoup Antoine Estève. Stéphanie Rouquier est sur place. Elle est passée par ici, elle repassera par là. Yann Moix, la flamme olympique, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Vous savez, Laurence, à quel point c'est difficile d'avoir un avis sur tout. Oui, mais alors là, vraiment, je vous sollicite. Inventer une catégorie, un dossier, un tiroir, dans lequel on dirait, voilà, un sujet sur lequel je n'ai pas d'idée. Ça nous éviterait de rabâcher les mêmes choses, ça nous éviterait aussi de balancer des lieux communs. Sur la flamme olympique, je suis un peu dans le registre du « je n'ai rien à dire ». Je vais essayer quand même de faire le malin quelques secondes. Ça vous ressemble guère. Non, mais en disant qu'il y a quelque chose d'assez étrange de voir quelque chose qui incarne l'éternité, qui incarne la force, qui incarne aussi le savoir, qui incarne d'une certaine manière aussi la culture. Traverser un pays de plus en plus inerte, endormi, un pays sans nuance, un pays en aphasie totale, un pays grisailleux, où tout le monde justement va commenter quelque chose qui n'est pas un événement. La flamme est le contraire d'un événement. C'est le symbole d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Mais ça fait déjà événement, c'est-à-dire qu'on va suivre la flamme, on va suivre quelque chose. Et d'intéressant, c'est-à-dire que c'est la différence entre l'avenir et le futur. Vous savez quelle est la différence entre l'avenir et le futur? Un petit peu, mais bon, allez-y. Eh bien, quand vous faites une playlist, par exemple, vous savez très bien quel morceau va venir bientôt. Donc vous savez très bien, vous pouvez lire le futur de votre playlist. Ça va arriver. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Donc, et l'avenir, c'est la même chose que le futur, sauf qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Eh bien là, on sait ce qui va se passer, les Jeux Olympiques. Et donc, on donne autant d'intérêt à la bande-annonce qu'au film. Et je trouve ça... Et parfois, il y a tout dans la bande-annonce, très dans étrange. le film. Ça vous inspire aussi la même chose, Céline Pina, ou pas? Non. Ce que je trouve étonnant... Abîme de réflexion, là. Non. Je trouvais ça intéressant, ce que disait Yann. Ce que je trouve étonnant, en fait, c'est que on est dans des temps où il faut toujours qu'on soit en avance, plus gros que ce qu'on a. Donc, cette histoire, c'est une histoire d'étincelle, et cette étincelle doit allumer un feu qui est censé allumer un feu dans le cœur des gens qui sont censés, du coup, se réunir, se rassembler et se sentir français à nouveau. Tout ça, ça ne va pas se passer. Et à chaque fois, donc, on en fait trop. Comme si on savait que dans le fond ça n'allait pas arriver, donc on fait comme si, on fait de plus en plus comme si, et on force le trait, et à la fin ça ne montre que le vide. Et je trouve que ce qui est en train de se jouer entre nos espoirs et la réalité, cette pauvre petite flamme qui court, elle symbolise assez le fait qu'elle ne mettra le feu à pas grand-chose, à part à des chaudrons, mais à des choses très contrôlées, là où on aimerait peut-être des embrasements politique un peu plus fort. Mais des embrasements. Alors, je ne suis pas sûre qu'on souhaite beaucoup d'embrasements. On en a connu l'été dernier, c'était pas à la fête, dans le sens, quand vous y croyez, quand vous faites le peuple... feu sacré, c'est ça. Et quand du coup, vous arrivez à voir justement à ce que l'avenir ne vous fasse plus peur, parce que même s'il est plein d'inconnus, vous croyez que vous allez en tirer votre part. Yann Moix, je rebondis sur une de vos phrases. Vous dites une France qui est en aphasie. On est dans une France
du verbe de l'outrance, du bruit et de la fureur. On est dans une France des slogans insupportables, pourtant. On n'est pas aphasique, je trouve. On est dans une France aphasique parce que la nuance est morte. Ah, ça c'est autre chose. Or, je trouve que pourquoi le monde et la France, mais le monde est atroce en ce moment. On a l'impression, à lire les gens, les reportages, les documentaires, etc., que le monde est pire qu'avant. En fait, pour une raison très simple, il est pire qu'avant. En fait, c'est le même. Les cauchemars ont toujours été à peu près les mêmes. Les événements ont toujours été d'une très grande gravité, quelle que soit l'époque. Il y a quelque chose qui est cauchemardesque. C'est que l'événement, aujourd'hui, sécrète immédiatement son commentaire. Ça, c'était très bien à l'époque où, démocratiquement, l'information arrivait à tous les citoyens. Mais il y a quelque chose qui n'est pas démocratique. C'est que les citoyens aient le droit d'exprimer leur opinion. On croit que c'est la démocratie, mais c'est l'inverse de la démocratie. Paradoxal. Mais non, c'est pas un paradoxe, car interpréter, dire, informer, c'est quelque chose. En revanche, l'opinion, c'est-à-dire que l'analyse par l'opinion, là, on appartient à quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre de la démocratie, parce que la démocratie, ça consiste à laisser la possibilité à des esprits qui sont clairs, à des esprits qui sont structurés, à des esprits qui sont informés, de pouvoir donner une lisibilité à un événement. Or, aujourd'hui, étant donné qu'il y a un spécialiste par personne, ça donne une sorte de cacophonie où tout le monde a raison et par définition, puisque tout le monde a raison, si vous voulez avoir de la visibilité, vous devez choisir votre camp. Et dès lors que vous devez choisir votre camp, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'abandonner toute nuance, et si vous abandonnez toute nuance, vous êtes dans un registre de dictature. Ok. Il n'y a pas de nuance parce que tout le monde peut s'exprimer. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Mais comme tout le monde s'exprime peu ou prou de la même manière, on en arrive à des aberrations. Et je trouve que le commentaire, vous savez, Paul Claudel, pour lui, le diable, c'était le commentaire, c'était la critique. Eh bien, effectivement, on s'aperçoit que d'un côté, il y a ceux qui créent ou ceux qui informent, et de l'autre, il y a la critique de ceux qui informent. Et si on pousse la logique de la critique et de la singerie et du mimétisme, parce que ce sont des singes qui essayent d'imiter le commentaire, quel est l'acmé, si vous voulez, du commentaire, du bavardage, de la reproduction mimétique de l'information, de la paraphrase? C'est l'avatar. C'est-à-dire, c'est le complotisme. C'est, à force de commenter, on va créer une réalité qui est parallèle à la vraie. Et donc aujourd'hui, entre le vrai ou le faux, il y a finalement une modalité de choix, c'est-à-dire que le faux est devenu une modalité du vrai. Enfin, on a deux options possibles pour s'informer. Ce qu'on appelle le vrai, alors là, le vrai est maintenant considéré comme officiel, donc il appartient au faux, et le faux, qui est une option parmi d'autres. Et pourquoi? Parce que les gens commentent. C'est Yann Moix, vraiment raisonnement limpide pour moi. Marc, c'est pourquoi, quand on, d'un point de vue de l'économie notamment, quand on amène effectivement des raisonnements aujourd'hui, voilà, en tout cas ce qui me concerne, j'amène toujours des preuves. Je ramène des graphiques, je montre effectivement des graphiques pour visualiser ce qui est en train de se passer. Le drame, c'est qu'effectivement, voilà, parce que quelqu'un l'a bien dit, sous une belle forme, etc., on va forcément le croire, sans vérifier ce qui se passe. Alors, je donnais l'exemple de l'inflation. Cette semaine, je dis, voilà, les prix continuent d'augmenter, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui le calcule. Et on dit, mais non, mais c'est pas possible, tout le monde dit que ça baisse. Non, c'est l'inflation qui baisse, mais les prix continuent d'augmenter. Mais on ne fait plus ce raisonnement. C'est ça qui est dramatique, c'est que on écoute celui qui parle le plus fort, le consensus mou entre guillemets. L'opinion est un cancer. Et c'est ça qui devient dangereux. Et alors le pire, c'est que quand on a justement une opinion qui devient, ou du moins un discours qui est différent de la majorité, alors on est complotiste. C'est mon premier cours de philo en terminale, c'était opiner. Opiner, c'est ce que Platon reproche. Celui qui opine est dans le faux. Celui qui opine est un criminel au royaume des idées. Parce que le problème, Laurent, c'est qu'au royaume des idées, les crimes ne se voient pas. Les viols ne se voient pas. Les meurtres ne se voient pas. Les assassinats ne se voient pas dans le monde des idées. Mais on transformerait le monde des idées dans un monde réel. On verrait finalement parmi les gens qui parlent des violeurs, des assassins, des salauds, des hold-uppers, tout ce que vous voulez. C'est grave, les idées. C'est quelque chose de précieux. Si elles peuvent être tripotées par n'importe qui, on va au drame. Oui, bon. mais... Alexandre Devecchio. Non, Yann Moix a parlé tout à l'heure de la parole officielle ou de la parole institutionnelle. Le problème aussi, c'est que ceux qui avaient une légitimité ou qui étaient censés en avoir une ont une parole qui a beaucoup failli. Donc je pense qu'on est dans cette forme de relativisme que décrit Yann Moix, parce que ceux qui étaient censés être des élites ont aussi une parole et une expertise qui a
qui a failli. Le pays est en échec depuis une quarantaine d'années. Il y a certains diagnostics qui n'ont pas été faits, ou même la classe dirigeante continue à être dans le déni. À partir de là, effectivement, il y a un manque de confiance dans les institutions, dans toute forme de parole officielle. Comment ? Je ne parlais pas des politiques, je parlais là des journalistes. Ou des journalistes, mais alors j'en prends mon cas, je pense que les journalistes ont raconté n'importe quoi sur beaucoup de sujets pendant des années. Si on prend le sujet qui fait le plus débat aujourd'hui, l'immigration, on nous a expliqué que c'était une chance pour la France, que ça ne coûtait rien, que ça rapportait économiquement, qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. Donc je pense aussi, c'est pour ça que les Français finissent par s'exprimer surtout et à plus avoir confiance dans les experts ou les journalistes. C'est qu'aussi les experts et les journalistes n'ont pas toujours été à la hauteur, et j'en prends ma part. Réponse. Non, très bien. Se tromper, ça fait partie d'une certaine manière de la réflexion. On a toujours entendu dire qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre et raison avec Raymond Aron. Se tromper, ça fait partie de la pensée. Vous savez quel est le cancer dans l'opinion ? Ça, c'est quelque chose que personne ne dit jamais. C'est l'exactitude. Le propre du complotisme, c'est l'exactitude. Quand on pense, on est dans la vérité, on essaye de l'être, on peut se tromper, mais l'ennemi, c'est l'exactitude. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des complotistes, des gens qui veulent livrer une opinion contradictoire, on s'aperçoit qu'elle est toujours livrée avec une ultra-précision, avec des chiffres extrêmement choisis, et souvent avec une exactitude qui est totalement ennemie de la vérité. Et on voit très bien que les grands penseurs, les grands journalistes, les grands essayistes sont des gens qui expriment des idées vraies, et qu'en face, leurs contradicteurs, qui souvent expriment n'importe quoi, ne le font pas de manière complètement en amateur. Comme vous semblez dire qu'il y a des gens très pointus qui sont trompés et des gens pas pointus qui auront la parole. Mais le problème des gens pas pointus, c'est que paradoxalement, là encore, ils sont extrêmement précis. Le complotisme, notamment, les fake news, c'est toujours extrêmement précis. Et le faux est toujours précis. Bien sûr. Yann Moix, dans votre livre, petit livre rouge d'ailleurs, oui. Visa, un roman chez Grasset, vous racontez un échange surréaliste avec un fonctionnaire qui est chargé de la délivrance des visas à la délégation de la Corée du Nord à Paris. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer dans ce livre ? Ah, rien démontrer. Racontez alors. Ce qui est bien, c'est que les romanciers n'ont pas besoin de montrer. La Corée du Nord est un pays que j'aime beaucoup. Dans la mesure où vous avez là-bas des gens qui y habitent, des gens qui y vivent, puisque pour les gens, qui dit Corée du Nord dit régime, on a tout dit. Voilà, donc ça voudrait dire qu'on ne peut pas voyager. Je reçois 2-3 trucs d'insultes régulièrement. Il est parti en Corée du Nord et il s'en vante. Excusez-moi les amis, j'ai envie d'aller voir les pays que je ne connais pas. J'ai le droit encore ou pas ? On a le droit d'aller ailleurs qu'aux Maldives dans la vie ? Est-ce qu'on a le droit d'aller ailleurs qu'à Saint-Tropez ou au camping des Flots-Bleus ? Est-ce qu'on peut aller dans des pays où personne ne va pour essayer de comprendre ce qui s'y passe ? Non, mais est-ce qu'on a le droit ? Bon, oui, donc j'ai le droit. Et quand j'y vais, c'est pour essayer de rencontrer des gens et comprendre un pays. Il se trouve que la Corée du Nord est un pays qu'on ne peut pas comprendre de manière livresque. C'est un pays sur lequel les livres sont rares et pas toujours réussis. Pour comprendre la Corée du Nord, il faut l'expérimenter. Et je trouve que l'expérience nord-coréenne commence à Paris dès la délégation, parce que tout est décoré comme en Corée du Nord, que les fonctionnaires sont déjà extrêmement nord-coréens et qu'il y a les grands portraits souriants de Kim Jong-un, de Kim Il-sung et de Kim Jong-il dans le bureau. Et la Corée du Nord commence là, avec des gens qui parlent en français, et un français parfait, mais qui ne parlent pas français. C'est-à-dire que pour comprendre et parler une langue, il faut avoir la culture qui va avec. Donc vous avez là des gens qui parlent un français d'une très grande pureté, mais qui ne savent pas ce qu'est la France. Donc ça donne un dialogue extrêmement beckettien, où le vocabulaire et les mots sont vraiment à la perfection les mêmes, mais par contre, personne parle la même langue. Ça, c'est assez drôle. Vous écrivez des livres, oui. Ils parlent de quoi ? D'amour, de sosie de Claude François, de terrorisme, de sexe, de religion, de Michael Jackson, d'André Gide et de moi aussi. Si vous voulez, ce qui est fantastique avec les Nord-Coréens, c'est qu'ils n'ont pas de surmoi. Le surmoi du pays est supérieur au leur, donc en fait, il n'y a pas de questions taboues. Ils posent toutes les questions. Alors, par contre, dans l'autre sens, il y a des questions taboues. Hein. Il y a des questions que vous n'avez pas le droit de poser. Mais eux n'en ont pas. Mais tout est possible, absolument tout. Y compris des questions qu'on ne peut pas poser en symétrie. Ils se posent toutes les questions et ils vous les posent. Voilà. Et de quoi parlent vos livres ? Oui, c'est vrai. Enfin, ce n'est pas exact, mais c'est vrai. Bon. Et c'est le voyage que vous avez fait en Corée du Nord, c'est aussi. On a fait 4 voyages. On a fait 4. Voilà. Il y en a un avec Gérard Depardieu, dont on a beaucoup parlé, évidemment. C'était le dernier en date. Qui a défrayé la chronique, évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Yann Moix, d'être venu nous parler de ce livre et de porter ce regard, on va dire, affûté, aiguisé sur l'actualité. C'est intéressant, l'actualité. Et ce qui se passe au quotidien. Oui, c'est très intéressant. On la brasse tous les jours, nous, l'actualité. Oui, non, mais je veux dire par là qu'elle nous permet de savoir ce qu'on pense et qui on est. Non. Quand on essaye d'y réfléchir un peu, ça nous permet de nous situer. On essaye toujours d'y réfléchir. Merci, Alexandre.